Bonjour à tous. Dans la vidéo numéro 14, nous avons vu que l'anglais est considéré comme une langue facile uniquement par ceux qui veulent nous l'imposer. La réalité est qu'il est l'une des langues les plus faciles à mal parler. Je vais évoquer ici d'autres aspects de l'anglais pour terminer cette démonstration. Il y a quelque temps, je suis tombé par hasard sur un article qui avait été publié dans la revue Science et Vie, intitulé « Les dyslexiques gagnent une bataille ». La dyslexie est un problème affectant les enfants et les adolescents dans l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. L'article de Science et Vie citait une étude publiée quelques mois auparavant qui montrait que la dyslexie handicape très peu les Italiens, beaucoup plus les Français, et qu'elle est un vrai fléau pour les anglo-saxons. La langue italienne est transparente et s'écrit comme elle se prononce. Son orthographe est phonétique. Le français est opaque. Il est difficile de déduire de sa prononciation la graphie d'un mot, c'est-à-dire la manière de l'écrire. L'anglais est opaque dans les deux sens. Il est difficile de déduire de sa graphie la prononciation d'un mot et la graphie de sa prononciation. Et c'est cette double opacité qui fait de la dyslexie un handicap particulièrement lourd pour les anglophones. J'ai eu moi-même l'occasion de le vérifier lorsque j'enseignais l'informatique dans les pays anglophones, puisque, lors des corrections du travail écrit de mes étudiants, je m'étais fait un devoir de corriger aussi leurs fautes d'orthographe extrêmement fréquentes. Pour en revenir à l'article de Science et Vie, des exemples simples, très représentatifs du problème étaient cités. Si on prend le graphème OU, par exemple, et les 5 mots suivants qu'il utilise, on a 5 prononciations différentes. Through, rough, bow, for, tour. Pour représenter les 62 phonèmes de l'anglais, il n'existe pas moins de 1120 graphèmes, alors que les 36 phonèmes du français nécessitent quelques 190 graphèmes seulement. Quant à l'italien, il ne possède que 28 phonèmes pour 33 graphèmes, ce qui laisse bien peu de place aux fautes d'orthographe. Quelles sont les conséquences de cela pour un étranger qui apprend l'anglais ? Eh bien, qu'il lui est difficile de deviner l'orthographe d'un mot à partir de sa prononciation et qu'il ne peut pas deviner la prononciation d'un mot à partir de sa forme écrite. Mais les problèmes ne s'arrêtent pas là. Par exemple, l'usage de l'anglais comme langue de communication internationale dans le domaine de l'aviation peut poser de sérieux problèmes de sécurité du fait des ambiguïtés inhérentes à cette langue. Le 27 mars 1977, 583 passagers périrent quand deux Boeing 747 de Panam et de KLM rentrèrent en collision au milieu de la brume sur une piste encombrée de l'aéroport de Tenerife, aux îles Canaries. L'enquête qui s'ensuivit identifia la cause. Il s'agissait d'un problème de compréhension entre l'un des pilotes et la tour de contrôle. Il annonça « We are now at take-off », indiquant ainsi à la tour qu'il était en train de décoller, alors que le contrôleur pensa que l'avion était prêt à décoller et en attente sur la piste. Dans un autre accident, le contrôleur donna la directive à l'un des avions « Turn left, right now ». Au lieu de virer à gauche, le pilote vira à droite et rentra en collision avec un autre appareil. Dans un autre exemple, la tour donne l'instruction au pilote « Go ahead », qui peut avoir deux interprétations différentes, à savoir « Avancez, continuez votre route » ou « Allez-y, vous avez maintenant la parole sur la fréquence de la tour ». Dans encore un autre exemple, un avion demande à traverser la piste d'atterrissage 22R en demandant à la tour « May we cross ?» qui répond « Hold short », suite à quoi le pilote pourtant anglophone natif comprend « Oh sure ». Il faut dire aussi que même avec un casque, les conversations entre pilote et tour de contrôle, ou bien entre pilote et le sol, sont polluées par le bruit ambiant et d'autres parasites sonores,
ce qui aggrave les problèmes plus particulièrement avec des pilotes qui ne sont pas des anglophones natifs. Ce n'est pas un fanatique de l'usage du français ou de toute autre langue naturelle qui a rapporté ce type de problème, mais un Américain pur laine du nom de Stephen Cushing, dans un livre publié il y a déjà 28 ans et qui s'intitule Fatal Words, Communication Clashes and Aircraft Crashes, problèmes de communication et accidents d'avion. Stephen Cushing explique comment des problèmes de communication utilisant la prétendue langue internationale comprise par tous ont entraîné des douzaines d'accidents d'avion. Cushing consacre un gros chapitre de son livre aux ambiguïtés résultantes de l'usage de l'anglais courant qui utilise des mots pouvant avoir différentes significations suivant le contexte, ainsi que des mots différents mais de prononciation identique. Cependant, tout porte à croire que le livre de Cushing, qui recommandait l'abandon d'un système de communication orale en anglais pour le remplacer par un système d'instruction écrite précise, s'affichant sur un écran placé devant les pilotes, n'ait jamais été sérieusement pris en compte. Même si la langue de l'Empire continue à faire des morts chaque année sur quelques aéroports internationaux, il semble hors de question d'en limiter l'usage oral dans ce contexte. Le centre d'Eurocontrol de Brétigny-sur-Orge, en France, ignore totalement ce problème. Quant à la FAA états-unienne, c'est-à-dire la Federal Aviation Administration, elle continue à déplorer la maîtrise insuffisante de l'anglais par les pilotes étrangers. Le livre de Cushing demeure pratiquement inconnu auprès du grand public, dont on rebat les oreilles avec le caractère prétendument facile, international et incontournable de l'anglais. Mais il n'y a pas que dans le domaine de l'aviation que l'on peut constater que l'anglais est une langue qui tue. Cette boutade n'est pas de moi, elle est de Jean-Loup Cuisinier. Jean-Loup Cuisinier a été syndicaliste, employé d'AXA Assistance, qui est une société d'assurance française avec de très nombreuses succursales de par le monde. Il milite de manière très active pour que les autorités et les entreprises prennent conscience que la question des langues dans l'entreprise est porteuse de lourds enjeux économiques et sociétaux. On ferait une lourde erreur de penser qu'il ne connaît et qu'il ne se concentre que sur la question du français. Comme beaucoup de ceux qui militent pour la même cause, Jean-Loup Cuisinier est polyglotte, ce qui le rend naturellement respectueux des cultures et des hommes dans l'entreprise. Le point de départ de son combat est l'affaire des irradiés de l'hôpital Jean Monnet de la ville française d'Épinal. Au début des années 2000, dans cet hôpital, un radiophysicien met en place une méthode de radiothérapie plus efficace. Celle-ci se base sur un logiciel de calcul que les radiothérapeutes prennent rapidement en main. Tout ceci pour le bien des patients. Oui, mais voilà, il y a un problème. Bien que cela soit strictement interdit par la loi française, c'est-à-dire la loi numéro 94-665 du 4 août 1914, dite loi Toubon, le logiciel, comme sa documentation, n'ont été fournis qu'en anglais et les radiothérapeutes, pourtant compétents et expérimentés, ont mal compris les instructions de paramétrage fournies dans cette langue qui n'est pas la leur. Résultat, entre 2001 et 2006, ce sont plus de 5000 personnes qui ont reçu une dose trop élevée de rayons, allant parfois sur certains patients, jusqu'à 30% au-dessus de la prescription. Plus concrètement, cette catastrophe aura provoqué de graves séquelles chez plusieurs centaines de patients et même 7 morts. Cependant, il ne s'agit pas ici d'un cas isolé. Des incidents du même genre se sont produits à Nancy, Montpellier, Tours, Nice, Toulouse, Amiens, Lyon, Grenoble et à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière de Paris. Sans parler de ceux, bien sûr, que l'on n'a pas encore découverts.
car les personnels hospitaliers font preuve d'une remarquable discrétion à cet égard. Si on consulte aujourd'hui la page Wikipédia correspondant à l'accident des Iradier d'Épinal, on constate que la question de la langue, des modes d'emploi qui furent utilisés, n'est même pas mentionnée, et que la véritable et unique raison de ce désastre demeure ignorée. La véritable faute, celle d'origine, qui est que les médecins n'ont pas eu à leur disposition des outils qui soient dans leur langue, cette faute est totalement absente du procès qui s'en est suivi. Aucun média traditionnel n'en a parlé, comme si les problèmes linguistiques étaient tabous, comme si l'imposition de la langue anglaise dans un milieu à 100% francophone allait de soi, comme si elle était une exigence sociale, économique, ou peut-être même physiologique, que nul n'aurait le droit de remettre en cause. J'en viens maintenant au problème de néologie. Dans un colloque auquel je fus invité il y a une dizaine d'années, j'avais été extrêmement surpris d'entendre de la bouche de prétendus spécialistes de néologie et de terminologie française que l'anglais forme plus facilement que le français des nouveaux mots pour désigner les nouveaux concepts scientifiques et les objets issus des techniques modernes. À ce titre, il est intéressant de voir ce qui se passe dans les nouvelles techniques de communication et d'information. En effet, surtout dans ce domaine, dans au moins 80% des cas, l'anglais a recours à des sigles et des acronymes qui, sur le plan linguistique, ne sont que des béquilles, des mécanismes maladroits de création de nouveaux mots. La prolifération de ces acronymes et sigles et leurs champs sémantiques sont tels que même les spécialistes des disciplines concernées doivent souvent avoir recours à des dictionnaires spécialisés. De plus, même quand il ne s'agit pas d'acronymes ou de sigles, les nouveaux mots et désignations anglo-américains sont souvent incompréhensibles par le non-spécialiste. Pour le non-informaticien, par exemple, des termes tels que middleware ou data mining ne sont pas spontanément interprétables et même la proportion d'informaticiens les comprenant est loin d'atteindre une majorité, s'ils ne sont pas déjà spécialistes, bien sûr, dans le domaine où ils font référence. Comme je viens de l'expliquer, un examen approfondi indique que les néologismes américains, qui sont employés dans les secteurs techniques ou autres, ne sont pas souvent de belles trouvailles sur le plan linguistique, tout comme la pléthore de prénoms exotifs et leurs diminutifs que l'on trouve aux États-Unis. Ils sont utilisés parce qu'ils sont facilement acceptés à cause d'une absence totale de critique de leur étymologie. Par exemple, la désignation Token Ring Network ne décrit pas correctement un réseau de ce type, pas plus que Cache Memory ne décrit une mémoire tampon auxiliaire à accès rapide. Ce type de terme est créé à l'emporte-pièce, sous l'inspiration du moment, sans aucun souci pour l'adéquation de l'étymologie à la signification du terme. En fait, les Américains qui créent ces termes n'ont aucune notion d'étymologie et leurs lacunes dans leur propre langue sont quelquefois flagrantes. Il ne s'agit pas d'être clair, mais de créer un nouveau mot ou une nouvelle expression qui, avec un peu de chance, deviendra à la mode. En fait, pour lancer un nouveau produit, une nouvelle mode, ou un nouveau service aux États-Unis, mais souvent ailleurs d'ailleurs, un mot obscur est toujours favorisé par rapport à un terme transparent, qu'il s'agisse d'un parfum ou de technologie. Exception faite de l'argot qui bien sûr existe dans toutes les langues, le but n'est pas d'être clair, mais d'attirer l'attention à des fins commerciales. Il s'agit de nouveaux buzzwords, comme on dirait là-bas. Les exemples sont innombrables. Autre exemple plus commun, celui-là, le terme scuba diving, qui désigne en anglais la plongée sous-marine avec des bonbonnes d'air comprimées. Peu de gens savent que scuba signifie Self-Contained Underwater Breathing Apparatus,
que c'est simplement un acronyme, une béquille linguistique maladroite, car les anglophones n'ont pas trouvé mieux à partir des ressources dont ils disposent dans leur langue pour fabriquer des mots nouveaux. Difficile après cela de croire que l'anglais ait des vertus particulières pour la néologie. De toute évidence, l'anglo-américain n'est pas plus adapté que le français pour créer un vocabulaire nouveau décrivant la modernité. En fait, d'après le linguiste Aurélien Sauvageot, ce serait plutôt l'inverse. Comment peut-on dire que l'anglais est riche quand cette langue ne sait pas exprimer la deuxième personne du singulier, qui n'a ni futur de l'indicatif, ni conditionnel, ni impératif de la première personne du pluriel, ni infinitif, et qui est contrainte de nier comme aussi d'interroger au moyen d'un verbe auxiliaire? Et ne parlons pas de ces procédés de dérivation. Ils sont si pauvres que l'usager se trouve constamment dans la nécessité de puiser en français, latin ou grec pour faire des mots nouveaux. Et Sauvageot ajoute « L'introduction de mots ou de locutions étrangères est toujours le fait de gens qui ne possèdent que très imparfaitement une langue étrangère. » Ceux qui sont intéressés à explorer davantage ces aspects de la langue anglaise pourront consulter son ouvrage « Français d'hier ou Français de demain ». Les intellectuels britanniques affirment souvent que l'anglais a donné naissance à un grand nombre de mots prétendument internationaux tels que computer, software ou téléphone, tout en faisant remarquer avec condescendance que les Français ont voulu inventer des équivalents artificiels tels que ordinateur ou logiciel. En ce qui concerne le mot téléphone, et bien que l'invention du téléphone soit au crédit de l'états-unien Bell, le mot téléphone fut en fait construit par le français Jean-François Sudre pour désigner un appareil conçu pour envoyer des signaux sous la forme de notes de musique en 1828. Faisons maintenant un détour par les langues non européennes. Les intellectuels britanniques que j'ai mentionnés et qui pensent que computer ou software sont des mots internationaux ne tiennent pas compte du fait qu'à l'extérieur de la famille des langues européennes, une très grande proportion de la population mondiale a créé des mots pour désigner des objets ou des concepts de manière beaucoup plus efficace qu'aucun mot anglais non traduit ne pourra jamais le faire. Voyons quelques exemples à titre d'illustration de ce que j'affirme. En japonais, le mot pour téléphone est danwa, ce qui signifie littéralement conversation électrique, alors qu'en français ou en anglais, téléphone signifie parler à distance. En chinois standard, c'est exactement la même chose qu'en japonais. 电话 Et on peut voir ici le même couple d'idéogrammes dans leur graphie simplifiée. Il faut remarquer que parmi les pays qui ont été soumis à une longue occupation étrangère, européenne ou américaine, beaucoup ont formé leurs propres mots plutôt que de recourir à l'emprunt de mots occidentaux, essentiellement par souci de cohérence et de clarté. C'est le cas du Vietnam, par exemple, qui utilise máy tính, pour ordinateur, phần mềm, pour logiciel điện thoại, et pour téléphone. En fait, nul besoin d'aller jusqu'en Asie pour trouver des mots indigènes équivalents, même dans les langues européennes. L'islandais, par exemple, utilise les mots suivants pour sími, téléphone, símbréf, pour fax, tölva, pour ordinateur, hugbúnaður, pour logiciel, vélbúnaður. pour matériel. On entend souvent que le français a fourni au monde le mot chauvinisme, alors qu'il n'est même pas compris par les Islandais qui n'ont pas une bonne connaissance des langues dans lesquelles il est effectivement employé. Le mot indigène étant celui qui s'affiche à l'écran. Þjóðrembingur, Le finnois, qui n'est pas une langue indo-européenne, mais qui est de facto une langue d'Europe, utilise puhelin, pour téléphone, tietokone, pour ordinateur et
Ohjelmasto. pour logiciel. Notons qu'on pourrait faire des remarques similaires à propos du hongrois, du lituanien, de l'estonien, du tchèque et du slovène. Les turiféraires de l'anglais continuent encore à évoquer le développement et la diffusion de l'English aux Indes, et dont j'avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Il s'agit d'une variété d'hindi fortement anglicisée et qui démontre selon eux l'intrusion de la culture mondialiste basée sur l'anglais, tandis qu'ils semblent oublier, pour les besoins de la démonstration, le fait que l'anglais standard n'est pas maîtrisé par plus d'une proportion allant de 2% de la population de ce pays à 4% pour les estimations les plus optimistes. J'avais déjà évoqué ce point dans une vidéo antérieure. On pourrait établir un parallèle avec les assertions concernant le réchauffement climatique, pour lequel on cite les points chauds du globe, sans jamais évoquer les records de froid qui affectent immanquablement d'autres régions chaque année. J'ose espérer ici avoir démontré sans embâge que l'usage de l'anglais n'a rien de naturel ou d'évident pour les populations non anglophones au départ. D'autre part, la nature de l'anglais ne confère absolument pas d'avantage à cette langue pour la communication internationale par rapport aux autres langues naturelles qui sous-tendent les civilisations modernes. J'ai constaté que même les plus ardents défenseurs du français ignorent pour la plupart les facteurs négatifs inhérents à la langue anglaise. Tout cela est ignoré, à l'exception peut-être par certains promoteurs de l'espéranto lorsqu'ils sont également polyglottes. Les linguistes spécialistes du français nous expliquent qu'au XVIIe siècle, la langue de la littérature a été perfectionnée par les efforts constants d'une élite, tandis qu'une autre partie de cette élite peinait à faire progresser les moyens d'expression des sciences. Ils affirment qu'elle n'y est finalement parvenue que parce qu'elle disposait d'une langue solide. Il a fallu des siècles pour que le français se dégage du cafouillage du latin mérovingien et du roman carolingien. La pauvreté et les hésitations de la syntaxe de ces époques ne se prêtaient pas aux grandes discussions de la pensée. Ces linguistes affirment que la pensée ne peut aller au-delà du langage. Elle n'acquiert une réalité que par le langage. D'après Émile Benveniste, ce contenu de pensée doit passer par la langue et en emprunter les cadres. Autrement, la pensée se réduit, sinon exactement à rien, en tout cas à quelque chose de si vague et de si indifférencié que nous n'avons aucun moyen de l'appréhender comme contenu distinct de la forme que la langue lui confère. La forme linguistique est donc non seulement la condition de la transmissibilité, mais d'abord la condition de réalisation de la pensée. Nous ne saisissons la pensée que déjà appropriée au cadre de la langue. D'après Aurélien Sauvageau, ce qui ressort de tout cela, c'est que l'élaboration de nouvelles façons de s'exprimer n'est pas conditionnée par le progrès de la pensée, mais bien par les incidents qui marquent l'évolution de la langue. La pensée réagit après que la langue l'a placée devant une situation nouvelle. Les propos de Sauvageau semblent bien être prouvés par l'évolution constatée en mathématiques. En effet, le fait que le vocabulaire de la géométrie a progressivement envahi l'ensemble des mathématiques est bien à l'origine de découvertes très originales. Cela indique que la langue dirige la pensée. La pensée peut donc être bloquée faute de moyens d'expression, et si ces moyens d'expression sont réduits, la pensée va dans le même sens. Sauvageau a raison, mais cela n'implique pas que ceux qui affirment que la pensée est à l'origine du langage aient tort. En effet, il est évident que la pensée a créé le langage. On peut facilement le vérifier en observant, par exemple, des enfants qui sont nés sourds et muets et qui inventent spontanément un code de signes pour pouvoir communiquer. De toute évidence, le langage interagit avec la pensée et vice-versa.
L'enseignement du langage précède l'enseignement de tout le reste. Il doit être adapté à ce qui sera enseigné par la suite. Ainsi, un enfant du XXIe siècle reçoit en héritage un outil de pensée et de communication affiné, en principe, par toutes les générations qui l'ont précédé, de la même manière que nous devons étudier les mathématiques et les sciences du passé pour avoir l'ambition de faire de la science moderne. Un enfant qui n'a pas de contact linguistique, comme Caspar Hauser dans la Bavière du XIXe siècle, ou comme Victor de l'Aveyron, l'année 1800, dans le sud de la France, un tel enfant pourra effectivement inventer un système de communication primitif qui lui permettra de vaquer à des occupations également primitives. Si un tel enfant ne peut pas maîtriser l'outil de communication que constitue un langage moderne, il lui sera tout simplement impossible, quelle que soit son intelligence, de faire de la science moderne. En conséquence, si le langage est altéré, la pensée ne pourra plus fonctionner au même niveau avant qu'elle ne reconstruise préalablement l'outil qui lui permet de fonctionner, c'est-à-dire le langage. Ce raisonnement a pu être maintes fois vérifié par les linguistes qui ont étudié les créoles. Comme j'en avais parlé dans une vidéo précédente, les créoles se sont formés au cours de l'histoire lorsque des populations ont été déportées ou déconnectées de leurs origines ou marginalisées avant leur assimilation dans une autre langue. La dialectalisation, ou plutôt la créolisation d'une langue, a souvent pour effet non seulement d'en marginaliser l'existence, mais aussi d'en retirer les attributs qui permettent au locuteur de l'utiliser pour des tâches qui sont facilement exécutables dans la langue d'origine. Le cajun est un exemple de créolisation du français parlé originellement par les Acadiens déportés par les Anglais à partir de 1749. On ne connaît pas de science en cajun. Un autre exemple nous est fourni par les dialectes occitans, provençaux, qui ont progressivement dégénéré en patois et dont les locuteurs étaient devenus mentalement improductifs peu avant leur disparition plus ou moins complète du sud-est de la France. Un exemple inverse est fourni par le Québec, où les progrès constants effectués dans la maîtrise du français comme outil de communication de base et aussi le rejet du joual chez les intellectuels a eu pour résultat, à partir de la Révolution tranquille, une véritable renaissance dans les sciences et les industries du Canada français, et qui a donc débuté dans les années 60. La corrélation entre langue et activité intellectuelle est extrêmement claire. J'ouvre ici une parenthèse pour annoncer que j'évoquerai la question des langues régionales de France dans une autre vidéo d'ici quelques mois. Pour en revenir à notre sujet, on est aussi obligé de remarquer que dans le cas de la langue comme dans d'autres domaines, certaines évolutions sont souhaitables alors que d'autres le sont moins, que certaines civilisations disparaissent peu à peu alors que d'autres progressent et se développent. La langue évolue, bien sûr, mais on est obligé de constater aujourd'hui, et le franglais est loin d'être le seul dans ce cas, que le résultat de l'enseignement des langues maternelles, c'est-à-dire du code de communication normalisé entre les individus d'un même groupe social, n'a jamais autant dévié des attentes des enseignants et des objectifs scolaires fixés par les sociétés occidentales. Le code de communication, qu'il soit le franglais, l'anglais, le taki-taki, parlé au Suriname, ou l'ourdou, comme vous le savez, qui est parlé au Pakistan, nous permet de nous exprimer. Le niveau d'expression que nous atteignons dans l'utilisation de ce code est parfaitement mesurable par des tests classiques pouvant être conçus par de simples professeurs de français. L'introduction de néologismes plus ou moins heureux a-t-elle contribué à améliorer l'expressivité de la langue écrite ou parlée ? La première question que beaucoup de gens ne semblent pas se poser est la suivante. Même en utilisant des traductions franglaises
ou de nouveaux mots anglais, ces nouveaux mots sont-ils nécessaires? A-t-on besoin de publipostage pour mailing, c'est-à-dire publicité par voie postale, ou de payer à emporter pour cash and carry, marchandises au comptant, ou encore de mini-marge pour discount house, magasin à rabais, alors que les concepts exprimés ici existent déjà dans des désignations traditionnelles. Très souvent, en anglo-américain, les nouveaux mots sont là pour déguiser des campagnes publicitaires ou commerciales, en leur donnant un caractère factice de nouveauté et de modernité. La richesse véritable d'une langue tient au nombre des procédés grâce auxquels elle peut exprimer le plus de concepts possibles, sans s'encombrer pour chaque concept de 3 ou 4 mots. Les trouvailles publicitaires n'ont pas forcément leur place dans un dictionnaire, et ce n'est pas forcément parce que les anglophones éprouvent le besoin de les y inscrire que le reste du monde doit faire automatiquement pareil. Pour en revenir à la qualité du français parlé en France, j'aimerais citer Maurice Druon, ancien secrétaire permanent de l'Académie française, qui, dans un de ses discours, résumait les choses ainsi. Où que nous soyons, de quelque côté que nos oreilles se tournent, principalement vers les récepteurs de radio ou les écrans de télévision, ou que nos yeux se posent sur des copies de baccalauréat, des articles de presse ou des annonces publicitaires, nous l'entendons, nous la lisons, cette malheureuse langue, truffée de termes plus étranges encore qu'étrangers, de mots pris à contresens, de substantifs défigurés par des désinences empruntées à d'autres idiomes, de pronoms et de participes mal accordés, de qualificatifs abusifs, bref, réduite à une bouillie de langage. Éloquente, notre langue, on bafouille. Capable de traiter les arts, on jargonne. Capable de traiter les sciences, on parle anglais. Dans le tome 5 de ses mémoires, l'ex-président de la République libanaise Charles Helou consacre une section à la francophonie à laquelle il fut associé dès sa création. Il relate les conclusions d'un éminent chirurgien parisien qui vient de l'examiner. « Monsieur le Président, vous avez 50% de chances d'avoir un cancer. » J'étais assez surpris et affligé par ce propos, moins à cause du cancer qu'il semblait annoncer que pour la confusion que l'éminent chirurgien faisait entre les chances et les risques de cancer. Je remarquais, tant à la radio ou à la télévision, que les nuances étaient souvent piétinées. Il y avait « je me rappelle de » au lieu de « je me souviens de ». Le mot « amener » au lieu d'apporter quand il s'agissait d'objets inanimés. Et il y avait cette déclaration du chirurgien me disant que j'avais 50% de chance d'avoir le cancer. Plus tard, dans des institutions francophones internationales, je devais donner la parole à des Ivoiriens, des Gabonais et autres qui levaient frénétiquement la main pour corriger quelque erreur grammaticale de l'un ou de l'autre des documents de travail, souvent préparés par des Français, qui nous étaient soumis. Je me disais, il est heureux que les Français comptent beaucoup d'amis francophones pour sauvegarder la pureté de leur langue. Il est important de noter qu'il ne s'agit pas d'un problème qui est relié à l'évolution naturelle de la langue, mais bien d'un processus de dégradation du code de communication existant, puisqu'il est facile d'en quantifier les effets et d'en déterminer les origines. Quels sont, ou plutôt quels étaient les points forts de la communication en français jusqu'à la fin du XXe siècle? J'ai questionné à ce sujet bon nombre d'étudiants qui avaient fait une partie de leurs études en France et dont la langue maternelle n'était pas une langue d'origine européenne, c'est-à-dire des Japonais, des Arabes, des Chinois, etc. Bien qu'ils n'aient pas pu parler de spécialité du français en toute objectivité, une majorité d'individus échantillonnés déclaraient que l'expression française
exigeaient de la précision et qu'ils étaient souvent forcés de clarifier leur pensée avant de l'exprimer, en remarquant que ce n'était pas toujours nécessaire lorsque le véhicule de communication était leur langue maternelle. Le linguiste Sauvageot écrivait en 1976 « La précision d'une langue en matière d'expression dépend des règles qui sont imposées pour l'usage des termes adoptés. Dès que l'on se met à attribuer n'importe quel sens à n'importe quel mot, tout se confond. La clarté est donc un fait de style et non de structure linguistique. Si le français du roi a passé, non sans raison, pour la langue la plus claire de son temps, c'est que chaque stéréotype de phrase ne pouvait être utilisé que dans une seule et même acception. Tout le monde s'y conformait, et c'était cette obéissance à la règle qui permettait d'exclure les fantaisies. Sauvageot précise aussi qu'il n'y a aucune raison pour considérer les langues vivantes à déclinaison, comme c'est le cas pour l'allemand, le russe ou l'arabe, aucune raison de considérer les langues vivantes à déclinaison comme étant plus précises, car c'est l'application stricte des règles qui, en définitive, confère à la langue ce caractère de précision. Pour Barry Sanders, l'enseignement, à travers les structures figées et rigoureuses du latin, a permis au Moyen Âge d'induire chez les intellectuels une discipline de l'esprit, sans laquelle la science et la technologie moderne n'auraient tout simplement pas pu éclore dans le monde occidental. Pour Sanders, c'est cette discipline acquise par la pratique du latin, langue morte, qui a permis le nettoyage du désordre de l'alchimie et la naissance de la chimie moderne, phénomène que l'on observa à travers toutes les sciences au cours de la Renaissance. Il ne faut pas oublier que ce sont des découvertes mathématiques qui ont permis à la navigation marine de progresser et sans lesquelles les grandes explorations n'auraient pas pu se faire et qui, par la suite, ont permis aux populations occidentales d'essaimer partout. Sanders affirme aussi que c'est la discipline induite par le latin qui a forcé le perfectionnement des langues vernaculaires en les faisant évoluer vers des formes expressives telles qu'elles n'aient plus rien à envier au latin, permettant ainsi d'éliminer ce dernier de tous les domaines où il était jusque-là encore utilisé. Par langue vernaculaire, j'entends le latin mérovingien et le roman carolingien précédemment cités, qui ont évolué vers la langue d'Oïl, qui elle-même a abouti au français moderne. Au moment de la signature par François Ier de l'ordonnance de Villers-Cotterêts en 1539, la langue française est finalement considérée comme suffisamment évoluée et souple pour qu'elle puisse alors être utilisée pour la rédaction de tous les actes officiels et notariés. C'est alors qu'elle devient langue officielle du Royaume de France. Il y a une méconnaissance généralisée des problèmes que pose l'énonciation des connaissances formelles dans une langue commune. Ce que je veux dire ici, c'est que lorsqu'une découverte est faite, en mathématiques par exemple, il est nécessaire d'abord de l'imaginer et de la formuler dans la langue véhiculaire. Par exemple, lorsqu'on a découvert le calcul infinitésimal, on a dû décrire dans cette langue véhiculaire ce qu'est une dérivée et ce qu'est une intégrale. Par la suite, celui qui sait se servir de ces outils n'a plus besoin que des formules. Au départ, cependant, il a fallu les penser par l'entremise de la langue. Savoir-faire et savoir-dire dépendent donc l'un de l'autre. Aussi, le rôle de la langue dans la science ne peut-il aucunement se limiter à la communication de résultats. Il est donc clair que toute altération de la langue aura des conséquences sur la créativité. J'insiste sur ce point encore une fois. Or, il est facile de déterminer, avec une rigueur toute scientifique, que les modifications que subit la langue française depuis une bonne quarantaine d'années ne sont pas le résultat d'une évolution naturelle
qui conduirait à une redéfinition du code de communication, mais bel et bien d'une dégradation dans l'usage du code et d'une déstructuration du code lui-même. Mais quels pourraient être les dangers résultant de cette déstructuration et quelle est l'origine de l'entreprise de démolition qui la pilote? Si cela peut nous rassurer, le français n'est pas la seule langue affectée par ce qu'il convient d'appeler clairement une régression. Dans la vidéo numéro 16, je passerai rapidement en revue les problèmes affectant d'autres langues que le français. Notre cas est loin d'être unique, bien que les causes soient généralement les mêmes. Si cette vidéo vous a intéressé, n'hésitez pas à la partager avec vos amis et vos collègues de travail. Devenez membre d'Impératif Français. Pensez à faire une donation à cet organisme dont le but est d'affirmer la francophonie québécoise et internationale et de combattre l'impérialisme linguistique anglo-saxon avec toutes ses conséquences funestes sur l'épanouissement et la créativité des peuples francophones. Bonne fin de journée à tous.